Salut les amis. Alors aujourd'hui, je voulais aborder un sujet, alors bien entendu en rapport avec le vélo, mais qui peut s'élargir à quasiment tous les domaines. Il s'agit du thème de la sécurité des coureurs, un sujet vaste et qui suscite pas mal de débats depuis pas mal de temps, surtout ces derniers temps, que ce soit par les journaux, par les commentateurs télévisés, enfin à chaque fois qu'on a une course assez importante où forcément il va se produire des chutes plus ou moins graves dans le peloton. Tout d'abord, le constat. Quel constat peut-on faire aujourd'hui sur la sécurité et puis le nombre de chutes et la gravité des chutes dans les pelotons ou professionnels, voire amateurs? Bah oui, il y a toujours des chutes, plus ou moins graves, il y a toujours eu des chutes. J'en ai moi-même connu lorsque je courais en compétition. J'ai moi-même chuté, alors rarement, très rarement en course. Ma plus grosse chute, je l'ai pris récemment en roulant à l'entraînement. On était deux avec un pote. Je vous montrerai même, si on y passe tout à l'heure, l'endroit de la catastrophe. Donc voilà, c'est un constat qui soi-disant est fait sur la gravité des chutes et leur multiplication. Alors on a tout entendu sur les mesures à prendre ou qu'il faudrait prendre pour limiter ces chutes et leur gravité qui peut aller avec. Et on a vraiment tout entendu. Ça va la limitation, la dernière en date, la limitation des braquets en enlevant une dent, voire deux, enfin pour limiter en fin de compte la vitesse des coureurs, comme si on revenait en minime, cadet, junior à la bonne vieille époque où on nous contrôlait les braquets, où les braquets étaient d'ailleurs limités. Mais bon, pas pour des raisons de vitesse ou autre, c'est plutôt par rapport au développement d'un jeune, on va dire, en pleine maturation, pour lui éviter de tirer de la trop grosse braquasse. Donc voilà, limitation des braquets. Qu'est-ce qu'on a entendu encore? Limiter le rendement, que ce soit des pneumatiques ou la résistance au roulement. Arrêter de faire des vélos aussi aéros qui vont toujours plus vite. Enfin, j'en passe et des meilleurs. Mais bon, j'ai envie de dire, elles sont toutes ces mesures sont plus aberrantes, je trouve, à mon goût, les unes que les autres. Alors moi, la question que je me pose, c'est comment vont faire les coureurs lors des descentes où ils prennent des vitesses au-delà des 80-90 à l'heure avec leur petit braquet là. Faudra m'expliquer parce que là, je vois pas bien comment on pourrait éviter les catastrophes ou les chutes dans les descentes comme on peut en voir. Alors heureusement rarement, mais Gino Madère en est malheureusement un des derniers exemples et ça lui a coûté cher. Voilà, donc faut qu'on m'explique toutes ces petites mesurettes là. J'attends les arguments et les réponses. Déjà, il faudrait définir ce qu'on entend par sécurité. La sécurité aujourd'hui, ça reste un thème central dans notre société, que ce soit dans le vélo, tous les sports de vitesse surtout, enfin les sports qui engendrent du danger, et y compris de manière générale dans la société, puisque nos politiques en font eux-mêmes leur chou gras et des thèmes
de campagne ou de discussion, ainsi que d'ailleurs nos grands médias qui sans arrêt nous parlent d'insécurité et tout le tralala. Donc la sécurité, c'est quoi? Comment on pourrait la définir par rapport au vélo? Moi j'aurais envie de dire, de manière plus philosophique, c'est tout ce qui va toucher ou porter intégrité à la personne, que ce soit sur le plan physique ou mental. Donc quelque part, sécurité ne va pas sans danger. C'est inhérent. Forcément, plus on va s'exposer au danger, quel qu'il soit, et plus on va perdre en sécurité. Donc le danger, il peut être divers et variés. Hein. Ça va être les obstacles, en parlant de vélo, hein, ça va être de l'obstacle, ça va être la vitesse, ça va être des comportements dangereux. Et on y reviendra tout à l'heure, mais je pense que le vrai sujet de fond, dont on ne parle jamais, parce qu'il faut toujours trouver des coupables, une solution, nous, dans notre société aujourd'hui, il faut que ce soit blanc ou noir, il n'y a plus de gris possible. Malheureusement, ça pousse nos instances, nos dirigeants, à prendre des mesures complètement aberrantes. Comme je vous le disais tout à l'heure, des situations de danger, de chute, j'en ai vu, j'en ai connu, soit personnellement en tant que coureur, ça fait près de 40 ans que je fais du vélo, soit vu forcément comme tout le monde à la télé. Hein. Ça fait 30 ans cette année que Fabio Casartelli s'est tué en course dans le Tour de France, dans la descente du Portet d'Aspet. Donc vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui que des coureurs se blessent gravement, voire se tuent. Alors pour autant, est-ce qu'on a modifié certaines choses? J'ai envie de dire pas grand-chose, enfin pas l'essentiel finalement. Est-ce que dans la descente du Portet d'Aspet, on a retiré les petits plombs béton dans lesquels Fabio Casartelli et d'autres se sont emmanchés lors de la chute? La dernière fois que j'y suis passé, il n'y a pas si longtemps que ça, les plots y sont encore. Cette descente est très dangereuse, très pentue, il y a des passages à 14%. Rappelez-vous Philippe Gilbert qui passe par-dessus le muret. Fort heureusement, il s'en relève avec rien. Et bon, c'est un miracle. J'ai connu la chute de Kivilev également. Je sais plus, c'est dans les mêmes années. Donc là, on a parlé des oreillettes. On a commencé à parler du casque, à rendre le casque obligatoire, bon, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais voilà, je vous parle de faits qui ne datent pas d'aujourd'hui et qui remontent à quand même 30 ans, voire un peu plus. Et des chutes depuis, il y en a eu d'autres, et jusqu'à maintenant. Donc s'offusquer sur le thème de la sécurité et des égratignures, des bobos, parfois des fractures que se font les coureurs lors des chutes, c'est bien. Mais je crois qu'on ne s'attaque pas, quand bien même on pourrait s'y attaquer, j'en suis pas certain, au vrai problème. Alors le problème, quel est-il à mon sens? C'est un problème avant tout, je pense, de comportement humain. Des dangers sur la route, il y en a toujours eu. À partir du moment où on se déplace d'un point A à un point B, que ce soit en marchant, en vélo, en voiture, en moto, on a des risques inhérents à ce déplacement, quelle que soit la vitesse. Hein. Je vous parlais de ma chute tout à l'heure, je roulais à moins de 30 à l'heure. Hein. Et je me suis explosé tout le côté gauche. Bref, parenthèse. Donc je vous disais, je pense que c'est plus un problème humain. La société évolue. Je vous parle de choses il y a 30 ans. En 30 ans, la société a évolué. Et ce qu'on est à même d'accepter, le curseur de ce que l'on accepte aujourd'hui n'était peut-être pas le même de ce qu'on acceptait il y a quelques années, où tout ce qui est inhérent
au danger que peut représenter que peuvent représenter certains sports. Alors non pas que on accepte ou on acceptait ou qu'il faut accepter la mort d'un être humain, ça il est hors de question d'aller dans ce sens-là, bien entendu. Mais ça arrive tous les jours, des accidents de la route, accidents de vélo, accidents de ce qu'on veut, accidents domestiques. Je trouve qu'aujourd'hui on s'offusque des fois pour pas grand-chose. Et au lieu de parler des vrais sujets, on va évoquer des petites mesurettes ou mettre en place des petites mesurettes, comme je le disais tout à l'heure, qui ne serviront finalement à rien du tout. Alors pour moi, le vrai sujet et la solution, elle réside, comme je le disais, dans le fait du comportement. Comportement individuel dans un premier temps et comportement collectif. Et l'un engendre l'autre. Quand vous êtes dans un groupe avec certains codes, ça commence, ces codes, par votre éducation, par le respect, par déjà penser à soi-même, à ce que l'on fait, donc l'attention, la concentration qu'on va qu'on va avoir en course pour rester sur le vélo, qui va faire que on va garder sa vigilance le plus possible. Et si tout le monde et si tous les coureurs d'un peloton font ça et pensent à leur propre sécurité, automatiquement le collectif s'en trouve également affecté. Et certaines règles, certains codes font que ce collectif, la sécurité collective est renforcée aussi par une forme d'éducation qui fait que on pense aussi aux autres et on n'est pas dans son petit individualisme à penser à mettre sa roue devant le copain, couper la route du copain, faire un geste malencontreux pour le foutre dans le fossé ou dans les barrières, s'énerver parce que il a fait une petite faute d'inattention, ce qui peut toujours arriver. Ça passe par un respect mutuel et collectif. Et ça, vous le verrez dans tous les groupes. Je vous prends par exemple certains corps de métier où le groupe passe avant l'individualité. Pensez à l'armée, pensez aux pompiers, pensez à la gendarmerie, enfin tous ces corps où le danger est permanent, ou peut être permanent. On a une forme d'éducation et d'une individuelle et deux collectives, et les deux vont ensemble, qui font que le groupe s'autoprotège finalement du danger potentiel et ne laisse pas de place à l'insécurité, ou à un minimum de place à l'insécurité. Et c'est comme ça que certaines missions sont menées à bien, en affrontant le danger, mais en limitant le risque. Voilà le vrai problème de fond, je pense, aujourd'hui. Ça passe par une rééducation. Enfin, c'est bizarre de dire ce mot-là, mais voilà, rééduquer, éduquer les jeunes, que ce soit dans la structure familiale. Malheureusement, la structure familiale, de plus en plus, elle est explosée. Dans les écoles de vélo, moi je sais que quand on entraînait avec mon pote, on apprenait aux jeunes la vigilance. Mon fils, par exemple, je lui ai appris avant qu'on prenne des mesures pour lui et qu'on l'assiste en prenant des mesures pour qu'il soit en sécurité. Je lui ai appris à se préserver de l'insécurité et du danger. Et aujourd'hui, il garde toujours sa marge pour rester en sécurité.
sur un vélo, que ce soit en s'entraînant tout seul, être confronté au trafic, des voitures. Je sais qu'aujourd'hui, là aussi on pourrait en parler, l'insécurité, mais bon, c'est pas le sujet du jour. Il sait anticiper les choses, il sait être vigilant, il sait faire attention. Ce que moi-même j'ai reçu comme éducation, peut-être pour ça aussi que j'ai jamais trop chuté, bon à part, comme je vous dis, récemment une misérable chute qui m'a coûté quand même assez cher. Donc je sais pas ce que vous en pensez. C'est une approche un peu plus philosophique du sujet, mais toutes les mesures qu'on nous répète, là, qu'on essaye de nous rabâcher aux oreilles pour, j'allais dire, contenter la populace, pour moi c'est du vent et ça changera strictement rien. C'est pas de changer les braquets, c'est pas de rouler moins vite, c'est en faisant prendre conscience à l'ensemble des individus que la sécurité, elle est d'abord individuelle et ensuite bien sûr collective, puisque l'un engendrera l'autre. Alors un autre aspect qu'on pourrait aborder aussi, et je pense qu'il a son importance après l'aspect individuel et collectif de chacun, la responsabilité, c'est les enjeux. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, en l'espace de, bon là je vous parlais de 30 ans, mais ça a évolué au fil du temps. Je ne sais pas si on peut vraiment mettre une notion de temps là-dessus. Moi j'ai connu la hausse des salaires dans le vélo, quand Bernard Tapie est arrivé, voilà, racheter la vie claire avec Inno Lemon, c'est à ce moment-là que les salaires ont explosé. Et aujourd'hui, on est sur des enjeux multipliés, peut-être, je ne sais pas, par 100, par 1000. Enfin, je n'ai pas le chiffre exact. Mais voilà, on a beaucoup d'enjeux, que ce soit des enjeux d'équipe, pour aller glaner les points UCI, pour sauver la saison, pour l'image, tout simplement pour récolter les budgets qui sont de plus en plus faramineux. On voit qu'aujourd'hui, c'est plus les sponsors d'entreprises qui investissent, ce sont carrément des pays, les pétrodollars, qui investissent dans les équipes pro. Et je pense que c'est un des problèmes aussi. Il faut l'évoquer et en parler. Ça fait partie, je pense, de cet aspect enjeu. Et plus il y a d'enjeux, forcément, plus les mecs vont prendre de risques, vont se mettre en danger pour aller sauver soit une saison, gagner des points ou gagner une course. Et voilà, y arriver par tous les moyens. Voilà, je ne vous parle pas de toutes les améliorations possibles, que ce soit par le dopage ou la corruption et compagnie, mais ça en fait partie aussi. L'exemple, tiens, ça me vient à l'esprit. Moi, j'ai des souvenirs à l'époque quand une équipe emmenait un sprint. Enfin, quand il y avait un peloton du Tour arrivé au sprint, il y avait une équipe qui menait le train devant, et derrière on avait la boule du reste du paquet. Aujourd'hui, et ça reflète bien cette espèce de, j'appellerais ça l'individualisme collectif, parce que voilà, on voit les coureurs faire bisous à l'arrivée, t'as gagné, c'est super, t'es dans, voilà, toute l'équipe se congratule. Et dans les sprints, c'est pareil. On voit toutes les équipes, donc avec sprinters, se mettre en ligne chacun de leur côté, sur toute la largeur de la route, pour chacun emmener son sprinter. Voilà aussi une chose un aspect de la course qu'on ne connaissait pas avant. Chacun veut protéger son leader, que ce soit ceux du général, les sprinters. Donc ça fait des fils, des trains qui se chamaillent, qui frottent. Et forcément, tout ça engendre un peu plus de danger. Bon, bien sûr, on peut parler des oreillettes. Ça, c'est le sujet tabou et
évoqué maintes fois, mais enfin c'est pas pour autant qu'on les a supprimés, hormis pour les championnats de France, du monde. Je sais pas si un jour ça sera totalement supprimé. On évoque toujours la sécurité, mais bon, ça c'est du pipeau, on le sait très bien. Mais voilà, quand le directeur sportif ou les directeurs sportifs avertissent les coureurs qu'ils sont aux abords de la montée où ça risque de s'éparpiller, ou le fameux virage, ou le fameux secteur pavé, ou je ne sais quoi, tout le monde accélère, tout le monde, ça se met tout en ligne. Voilà, jusqu'aux abords de la fameuse zone de soi-disant de risque pour les coureurs. Et hop, derrière, qu'est-ce qu'on voit? Ça se relève. À ne rien y comprendre. Mais bon, pour aborder la zone ou le secteur en tête ou proche de la tête. Et derrière, il ne se passe plus rien. Enfin bon, voilà, bref. Voilà, donc je pense... j'ai peut-être pas fait tout le tour. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cet aspect éducatif, humain, prise de conscience, responsabilité. C'est pas des mots que j'ai beaucoup entendus dans les débats. Dites-moi dans les commentaires comment vous voyez la chose. J'ai déjà lu pas mal de choses ici et là, mais jamais rien de bien constructif. Et encore une fois, je le dis et je le répète, les arrivées au sprint, on en a parlé précédemment, il y a tout ce qui précède avec la mise en place des trains, qui a donc elle-même changé, évolué, chaque équipe fait son petit train-train, mais il y a également le final, quand vous êtes sprinter, et ça me fait doucement rigoler quand j'entends les commentaires de certains qui commentent, qui n'ont jamais posé le cul sur un vélo, et qui évoque les dangers des sprints. Il faut savoir qu'un sprinter, quand il est parti dans son sprint, pour lui, il a qu'un but, c'est franchir la ligne en premier. Ce qui se passe autour, des fois, il n'a même pas le temps de s'en apercevoir, quoi. Tout se passe en une fraction de seconde et les décisions se prennent dans des fractions de seconde. On en revient aux enjeux. C'est toute une question de placement de curseur. Vous diminuez le curseur des enjeux sur ce type d'arrivée, vous verrez que la sécurité, on en retrouvera certainement un petit peu, puisque en baissant le curseur de l'enjeu, automatiquement, les mecs iront moins à la guerre, ou iraient moins, je suppose, faire la guerre. Et encore que, il y a toujours l'histoire de la gloriole et de l'ego personnel. Mais voilà, tout dépend, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, tout dépend où on place le curseur. C'est une histoire d'enjeu, et moins il y aura d'enjeux, plus vous augmentez la sécurité également. Alors j'en vois certains qui vont me parler des arrivées au sprint qui sont dangereuses, et on pourrait prendre justement ces fameuses mesures pour la sécurité. J'en ai parlé tout à l'heure, Le sprint, c'est particulier, il y a l'avant. Je l'évoquais tout à l'heure, où les trains se mettent en route, chacun pour soi, chacun pour son équipe. Il y a toute la préparation, mais il y a aussi la partie pure sprint, où là, il faut avoir été dans la tête et à la place d'un coureur pour comprendre ce que c'est que faire un sprint ou voir une ligne d'arrivée qui s'approche et puis vouloir à tout prix la franchir en tête. Quand vous êtes sprinter, les décisions se prennent dans des fractions de secondes. Vous devenez le tueur, quoi. Même avec toute la gentillesse que vous pouvez avoir à côté, pendant la course et lors d'un sprint, les sprinters sont des tueurs. Voilà. Est-ce que réellement les mecs allaient moins vite à l'époque où on n'avait même pas de pignon ni de 10 ni de 11, où le dernier pignon était qu'un 12? Faut aussi m'expliquer. Je suis pas sûr que, si vous vous rappelez la chute d'Abdou-Japarov sur les Champs-Élysées qui glisse sur environ 15 mètres lors du sprint d'arrivée,
avec le maillot vert sur les épaules. Je crois pas qu'il y avait un 10 ou un 11 dents à l'arrière. Hein. Ça devait être en 91 ou 92. Il faudra regarder ce que faisaient les groupes à cette époque, mais je crois qu'on était qu'aux 50. Les pros c'était 53-12. Ils n'avaient même pas des 54. Donc l'argument de baisser et de diminuer et de limiter les braquets, encore une fois, tient pas la route. Et quand je vois les analyses qui sont faites, des vidéos après coup, et qu'on fait payer certains coureurs, soi-disant, pour des actions dont ils ne sont même pas à l'origine, je pense à ce pauvre Brian Cocard, qui en a fait les frais il n'y a pas très longtemps, où en fait, il n'est même pas à l'origine d'un mouvement de course, et on le déclasse. Il y a de quoi être dégoûté, je le comprends. On se demande si ceux qui regardent les sprints ou qui les analysent ou qui jugent ont déjà posé le cul sur des vélos, quoi. C'est un peu raide ce que je dis là, mais c'est parfois la triste réalité. Et certains en font les frais et les dommages collatéraux. Et c'est facile de refaire la guerre ou la bataille au ralenti ou en analysant image par image, là où tout est scruté aujourd'hui. Mais mettez-vous à la place de ces mecs qui déboulent à 60-70 à l'heure et qui parfois prennent une décision pour un placement, pour éviter justement la chute et pour essayer d'aller se placer au mieux lors du sprint. Voilà. Mais ça, maintenant pour ça on met des cartons, on sanctionne. C'est comme tout. Aujourd'hui il faut trouver absolument des responsables. Sauf que dans un sprint, parfois ça frotte, ça se place et il y a des aléas. Et l'aléa n'a plus sa place aujourd'hui, que ce soit dans le sport ou ailleurs. Ouais, donc je vous parlais de l'aléa, mais l'aléa aujourd'hui, voilà, comme je le disais, n'est plus accepté. Sauf que il faut l'accepter, c'est comme ça. Il y a des choses, on ne peut pas toujours trouver des responsables, des coupables. L'aléa fait partie de la vie. Je vous parlais aujourd'hui on voit que noir ou blanc, ça fait partie du gris. Le gris, il existe encore. Et si ceux qui ne veulent pas l'accepter ne l'acceptent pas, qu'ils restent dans leur canapé, qu'ils aillent marcher, se promener. Encore que non, c'est vrai que c'est dangereux. Ils pourraient se faire piquer par une bête. Donc voilà, il faut accepter parfois que la vie présente ses aléas et sa partie d'inconnu. Sinon, quand on veut tout calculer, tout planifier, tout régler, on part dans quelque chose qui n'a plus de sens. Et malheureusement, c'est le cas aujourd'hui. Vous pourrez être ou ne pas être d'accord avec mes propos et ma réflexion. Ça, chacun sa liberté de penser. Un mot employé à tout va et bien galvaudé aujourd'hui, malheureusement. Mais voilà, les débats sont ouverts. Moi, je pose ça comme ça ici, avec mon vécu, mon expérience. Comme je disais, j'ai 53 balais, avec près de 40 ans de pratique du vélo. Donc voilà, j'ai vu une certaine évolution du vélo dans son ensemble, du cyclisme en général, et aussi de la société. Voilà, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas dans les commentaires, bien sûr, tout en restant cordial et poli, sans se défouler comme certains savent le faire, avec l'insulte et la calomnie. Merci à tous. Je vous parlais tout à l'heure du lieu de mon accident, on va y arriver sous peu. Vous voyez, ça fait un petit bosquet. On était avec un collègue, on discutait peinard, on roulait, vous voyez, pas plus vite que là. Hein. On était environ là je suis à 30-33, ça fait une légère descente.
un petit gauche, ici. Et voilà. Et donc on a vu une voiture arriver en face. Ça devait être par là à peu près. Voilà. Et mon collègue donc s'est serré un petit peu sur moi, sans me toucher particulièrement. Moi j'ai mordu dans la gouliche, là que vous pouvez voir donc dans la terre, sauf qu'à l'époque, on n'était pas dans cette config. La gouliche, là ils l'ont refaite depuis l'année de mon accident, comme par hasard. Le goudron faisait bien, ma femme était venue et avait mesuré 6 cm donc d'épaisseur de goudron. Ce qui fait que quand j'ai voulu remonter la roue, comme on l'a eu fait des dizaines de fois, ben, ma roue n'est pas remontée, elle a ripé sur le goudron, elle s'est mise en travers et j'ai fait une parabolique quelque part par là sur la route. J'étais évarlé là au milieu de la route et j'ai tout de suite senti qu'il y avait de la casse. Donc voilà, ça m'a fait un bassin, cotyle, les branches pelviennes, enfin tout le côté gauche a explosé et ça m'a valu 2 mois d'hosto et de la rééduque derrière. Enfin bon, 7-8 mois d'immobilisation, de rééducation et tout ce qui va bien. Donc vous voyez, on peut aussi chuter sur des trucs comme la plupart du temps, hein, sur des trucs complètement idiots, bêtes. C'est toujours bête un accident. Alors que ce genre de choses-là, ben, on l'a répété, comme je vous disais, des dizaines de fois, de rouler un petit peu dans le fossé, de remonter, de repartir. Ben, là, ça n'a pas voulu repartir. Voilà pour la petite histoire. Donc voilà, c'était quelque part par là. Sauf que, comme je vous disais, le goudron était bien plus haut que ça par rapport à la terre qui a été rajoutée par la suite. Allez, on va continuer cette petite sortie tranquillou. Pour conclure cette vidéo, le message que je voudrais transmettre, il s'adresse plutôt aux jeunes, puisque les jeunes sont l'avenir. Puisque bon, moi j'ai mes années de vélo, ma carrière derrière moi, comme on pourrait dire. Mais voilà, si des jeunes regardent cette vidéo, et ben par rapport à la sécurité, soyez acteurs de votre sécurité. C'est-à-dire que pensez à tout ce qui pourrait vous arriver. Faites attention dans quel environnement vous évoluez. Donc quand c'est dans un peloton, soyez responsable de vos actes, de ce que vous faites autour de vous, dans un peloton ou même pour la vie en général. Hein. Voilà, pensez aussi au collectif, pensez aux autres, faites attention aux autres, soyez vigilants de tout ce qui peut se passer, que ça soit devant, sur la route, devant vous, autour de vous, voire derrière. Vous voyez, quand je roule à l'entraînement, j'ai toujours un petit œil derrière, une petite oreille derrière, la voiture qui arrive en face, voilà, je fais attention à ce qui se passe. J'essaye de capter à l'entraînement le regard des automobilistes quand je sens le danger arriver. Donc soyez vigilants, faites preuve de responsabilité envers vous-même et transmettez également ce message à vos amis, à vos copains, à vos collègues de club. Tout ça fera que si vous prenez tous conscience que la sécurité commence par là, la racine, elle est vraiment là. C'est le comportement de chacun. Comment on se comporte dans un peloton par rapport à ses collègues. Et penser à soi-même, mais aussi à eux. Et la sécurité, peut-être qu'on n'en parlera plus. Profitez surtout de vos jeunes années à travers le vélo. Ça serait con, justement, de se faire mettre tout un tas de règles en travers qui, au bout d'un moment, viennent ternir, finalement, ce que peut représenter le plaisir du vélo, la liberté à vélo, la compétition que j'ai pu connaître, ce que ça peut vous apporter. Ne vous laissez pas écraser par toutes ces mesures ou mesurettes à la con
qui font que le vélo de demain sera plus une contrainte, plus contraignant effectivement que celui qu'on a connu ou qu'on pratique actuellement, car ça doit rester une passion, un plaisir, que ce soit lors de balades ou en compétition. Beaucoup ne sont pas encore à l'étage des pros, donc ça doit rester qu'un amusement, un plaisir, voilà, un loisir. Même si ça peut, et c'était mon cas, on peut le pratiquer et faire en sorte de mettre toutes les chances et tous les atouts de son côté et le faire sérieusement. Et la sécurité donc en fait partie. Et ne regardez pas que votre petit nombril, pensez au collectif, pensez aux autres, mais de manière générale, pas qu'à travers une équipe. Voilà le message que je peux essayer de passer, transmettre. Voilà, je vous laisse là-dessus, sur cette réflexion. Je vous dis à la prochaine et tchuss.